Autre que notre débat d'aujourd'hui, depuis des années a eu lieu un débat qui parle de ce qui fait un leader. Ce débat a abouti à deux écoles de pensée. Une école propose que les leaders soient composés d'un nombre restreint d'individus uniques, mais avec de nombreuses capacités de leadership. Tandis que l'autre école de pensée, et qui est de loin la plus logique, propose que les leaders soient formés, qu'ils apprennent, grandissent, s'évertuent et s'efforcent à devenir des leaders. Messieurs, dames les jurys, opposants et témoins, mes plus sincères salutations. Oui, vous l'avez deviné, le thème de notre débat d'aujourd'hui n'est autre que le leadership. Et il va falloir commencer par le tout début et définir ce que veulent dire les deux termes leadership et leader. La définition générale du mot leadership dit que c'est la capacité d'influencer un groupe vers la réalisation d'objectifs. Et accordé par la plupart des gens, le leadership implique un processus d'influence. Mais le problème, c'est que nous utilisons ici une définition large qui englobe un bon nombre des démarches du concept de leadership. Ce que néglige la plupart est que ce dernier n'est pas une approche one size fits all, ou pourrais-je dire encore uniforme, mais une question d'adaptation de votre approche à une situation, un suivant ou un groupe spécifique. Et là, une question nous cause problème. Le leadership est-il beaucoup plus acquis qu'il n'est, ou le contraire? Cette question a fait l'objet de beaucoup d'attention, et il est bien loin différente des autres questions qui nous empêchent de dormir la nuit, telles que pourquoi j'existe, ou encore pourquoi ma tartine tombe toujours du côté où il y a de la confiture. D'ailleurs, elle nous a emmenés et encouragés à réaliser un journal hebdomadaire. Permettez-moi, chers auditoires, de vous éclaircir la situation. Les trois autres règles de la première année sciences expérimentales, 3 et moi, avons décidé d'écrire un journal intitulé « Les grands débats et l'Araki », contenant plusieurs rubriques, certaines scientifiques, d'autres statistiques, philosophiques et j'en passe, qui paraît chaque mercredi à la salle de cinéma de l'Araki Nahil en 11h30. Et vous auriez la chance, très chers auditoires, de découvrir ce journal tout au long de notre débat à travers les interventions de mes camarades et moi. Mais avant de finir mon introduction, chers opposants, j'ai certaines questions à vous poser. Pensez-vous vraiment que le leadership est le résultat du hasard? Pensez-vous vraiment que on vit dans une vie, enfin plutôt, la vie est tellement fascinante et magique pour ne mettre au monde que des leaders? Chers auditoires, êtes-vous conscients de l'irrationalité de votre position? J'espère que oui, en tout cas. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. À moins que je ne sois très bonne oratrice et que je ne porte sans le savoir des gènes de leader en moi, en ce moment même, alors que nous venons à peine d'entamer notre débat et que je n'utilise comme plaidoyer que mes mots, vous êtes tous déjà en train de penser à autre chose. Commencez par mes chers opposants qui ne pensent qu'à leur futur passage. Mesdames et messieurs les jurys, à l'issue de ce face-à-face, monsieur Younes a son intervention de fin de débat, monsieur assis là-bas a sa vessie au bord de l'explosion et son voisin de droite à 100 minutes du midi. C'est marrant parce qu'un leader aurait été ici même à ma place. Et bien c'est simple. Un leader, lui, il vous aurait écrasé par ses propos, amusé par ses mimiques, captivé par son aura, subjugué par sa rhétorique et bouleversé par ses intonations. Vous me diriez que ce ne sont que des mots. Certes, j'y consens, mais cela s'acquiert. Oui, mesdames et messieurs, la langue, le verbe s'acquiert, mais pas l'éloquence. D'ailleurs, nous sommes tous en mesure de parler. À l'heure où les chefs d'État tuent, tous les concours d'éloquence se multiplient et où Jean-Michel Blanquer introduit un grand Torah à l'Assemblée française, nous pouvons tous parler. Mais nos propos ne sont pas toujours très beaux et très souvent futiles et banals. Bien loin de ceux de ces femmes et hommes qui sont capables de créer de véritables mouvements de société et d'entraîner des foules à leur suite par leurs simples mots. Prenez pour exemple Simone Veil avec son discours défendant la légalisation de l'avortement devant une assemblée d'hommes. Ce discours, il fut historique, il restera dans les annales. Enfin bref, le leadership naît avec nous. Tel est le principe sur lequel repose la théorie des grands hommes. Comprenez bien, chers opposants, que moi, j'aimerais bien y croire à votre incroyable mythologie moderne, stipulant que tout peut s'acquérir. Parce qu'en vrai, ça nous arrangerait tous, non? Quelques formations par-ci, par-là, et je deviens aussi influente qu'Obama avec son Yes Weekend. Et puis, dans quelques années, j'ai toutes mes chances d'être à la tête du pays. Tout semble si simple de votre point de vue. C'est vrai que les leaders, ça court les rues en ce moment. Enfin, tout ça pour vous démontrer
l'ivresse de votre position. Parce que non, ce n'est pas donné à tout le monde de sortir la bonne réplique au bon moment, de manier les mots avec aisance et panache et d'envoûter toute une audience d'un simple jeu de mots. Parce que l'éloquence et à la parole, ce que la poésie est à l'écriture, l'éloquence s'appuie en majeure partie sur l'inné bien plus que l'acquis. Ce qui reviendrait à dire en d'autres mots que tous les ingrédients nécessaires à l'exercice d'un bon leadership ne peuvent pas s'acquérir. Défendre votre position reviendrait à dire qu'on pourrait tous devenir leader avec un peu de boulot, mais c'est une réelle utopie. Parce que ces formations et expériences que vous allez défendre pendant toutes vos interventions et qui sont censées nous former à devenir leaders, le seul but de ces mêmes formations, c'est de nous apprendre à nous vendre suivant une propagande politique ultralibérale. Le fonctionnement de plusieurs établissements scolaires repose sur ce système. Ce qu'on fait en vrai, on aura cessé de répéter aux élèves, nous formons les leaders de demain. Pur endoctrinement, les amis. Moi, je vous dis ces écoles, ce qu'elles font, c'est vous vendre un service. Et puis en contrepartie, ce qu'on vous apprend, à vous vendre vous-même. Comme je vous vends en ce moment même mes idées. Et comme je me serai vendu à un nombre d'écoles supérieures d'ici la fin de l'année. Alors, arrêtons de nous voiler la face. Jouons pour une fois, ne serait-ce qu'une fois, la carte de la transparence que nous revendiquons tant à notre gouvernement. Et acceptons la réalité aussi crue soit-elle. Parce qu'à l'heure où vous croyez que les bases du leadership s'acquièrent, mesdames et messieurs, des business sont fondés et des fortunes bâties sous l'œil bienveillant des médiacrates qui n'auront cessé de vous vendre un avenir prometteur de leaders grâce à leurs services. Avec pour seul moteur, mesdames et messieurs, ils s'attrapent comme les lapins par les oreilles. Il faut que la salade soit bonne et promettre des carottes honnêtes à bon entendeur salé. Que des généralités, des arguments vagues et non fondés, des idées, comment dirais-je, utopiques. Inné, le leadership n'est qu'inné. Vous rigolez, j'espère. Quelle candeur. Si on continue le débat comme ça, je finirai par avoir une araignée au plafond. Monsieur le directeur, honorable jury, très chère audience, quel plaisir et honneur de se tenir devant vous aujourd'hui afin de partager le fruit de notre recherche et qui rentre dans la rubrique politique, article nommé « On n'en est pas leader, mais on le devient ». Et je me tourne vers vous, très chers opposants, pour détendre un peu l'atmosphère. Vous me semblez offusqué par votre position. Quoi de mieux qu'une devinette, n'est-ce pas? Il s'agit d'une personne que nous connaissons tous et qui a réussi autant que leader. Une personne, un homme de couleur, né en 1961, afro-américain. Pas encore deviné? Et si je vous disais 44e président des États-Unis? Eh oui, c'est bien Barack Hussein Obama. Passé d'un simple immigrant au ex-leader du pays le plus fort économiquement. Barack Obama a connu pendant son enfance beaucoup de souffrances, ou je dirais beaucoup de difficultés, ou je dirais plus beaucoup de souffrances. Et là, je fais référence au racisme à cette époque. Puisque ce sont les souffrances qui font de la personne ce qu'elle est. Certes, il s'est distingué par son charisme et sa personnalité, c'est un fait que nous nions point. Mais, par son charisme et sa personnalité, mais il a tout de même acquis une éducation environnementale grâce à son épaulement par sa femme, Michelle, et qui lui a, avant de mettre à profit son tempérament, Barack Obama fut président des États-Unis, je dis bien grâce aux souffrances, ces souffrances qui ont fait de lui un individu qui veillait à l'amélioration de son pays tout entier, en se basant non seulement sur ses qualités innées, qu'on ne va pas ignorer, cela va de soi, mais aussi sur les expériences qu'il a acquises et qui restent très relatives. Les qualités innées restent très relatives, mais en se basant aussi sur ses expériences acquises. D'ailleurs, comment une personne pourrait-elle faire cela en ayant seulement un don pour le public speaking ou encore pour le spelling bee? Après tout cela, la vie d'Obama n'est-elle pas l'exemple parfait qui nous montre le vrai sens du leadership? Chère audience, la question n'est pas de savoir s'il y a une recette précise pour devenir un leader ou cela est-il seulement pour ceux qui sont nés avec. La question est... Eh bien, il n'y a pas de question puisque tout est clair. Le leadership est pour tout le monde et à tout le monde. Il suffit juste de l'acquérir. Merci. Très chers opposants,
il ne faut pas confondre inné, ou en autres termes la génétique, et le hasard. Mais si vous pensez qu'une chance exacte est un hasard, alors je pense que Hassan II avait raison en disant qu'il ne faut pas avancer, qu'il ne faut pas avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire plus et à devenir plus, alors félicitations, vous êtes baptisé leader. Cette interprétation de John Quincy Adams du leadership en dit bien plus qu'une phrase grammaticalement correcte. Ce grand homme politique a pu, en moins de 20 mots, élucider le mystère de l'essence du leadership. Comment cette conclusion s'est-elle faite? Je l'ignore. Qu'est-ce qui en fait un tournant dans ce débat? Je pense en revanche pouvoir répondre à cette question. L'élément phare de l'assertion de Quincy Adams est l'inspiration. Donc tout leader doit être capable d'inspirer, d'influencer, de rallier les gens à sa cause et de transmettre un sentiment, aussi infime soit-il, de respect et d'empathie. Et ma connaissance, et mon humble connaissance de ce monde aussi kafkaïen qu'il est, m'a permis de clamer haut et fort que le talent d'inspirer les autres n'est en aucun cas acquis. Alors pour éclairer cette idée et épargner à nos très chers opposants n'importe quelle confusion ou interprétation allant à l'encontre des faits, j'ai essayé de décortiquer l'assertion de Quincy Adams. Alors amis, Romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Inspirez les gens à rêver, des rêves qui les poussent à imaginer ce qui a manqué d'exister. Une solution, un service ou une entité. Associer intuition, innovation et créativité pour émanciper la communauté, pour faire passer le bien-être de la société sur celui des sujets. Inspirer les gens à faire plus, en étant engagés de façon continue, en gardant cette pointe d'originalité qui fait que l'on se distingue du fait de nos jugements, nos paroles et nos personnalités. Très cher auditoire, gardez ces 8 caractéristiques bien en tête. Puisqu'en essayant de prouver notre bonne foi, je me suis amusée à chercher comment une personne peut devenir un leader. Et à ma plus grande surprise, les traits qui font d'une personne un leader ne sont autres que le sens de l'imagination, le sens de la créativité, l'engagement, ou pour dire simple, les 8 caractéristiques précédemment citées. On a là des traits de personnalité, aussi bien innés les uns que les autres, et tous en attente d'être exploités. L'inné est en majeure partie nécessaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on le juge suffisant. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Mais prétendre que l'on peut inculquer à quiconque des valeurs et des façons d'être pour en créer l'utopie du leader idéal est bien plus absurde qu'apprendre à un poisson à crier camarade. Merci. Si c'était vraiment ma pitié, chers opposants, on va répondre à votre contre-argument plus tard. Alors, une fois que le sujet m'a été remis, j'ai beau penser aux idées, aux arguments qui pourront peut-être persuader, éclairer la vision de nos chers opposants, et pourtant, je savais que ces derniers allaient s'appuyer à des arguments moins probants que les nôtres, bien sûr, et allaient s'accrocher à un point de vue illogique jusqu'à la fin du débat. Mais ne vous inquiétez pas, chère audience, j'ai enfin eu la solution. Et pourquoi ne pas faire un cours de sciences? Ah oui, d'ailleurs, c'est l'idée autour de laquelle tourne la rubrique scientifique de ce soir. L'éducation, l'environnement et l'expérience acquise durant notre développement jouent un rôle primordial dans notre devenir. Nous, les futurs citoyens, sur qui comptera l'évolution, le changement et le développement dans notre pays. Vous voulez une preuve, chers assistants et chers opposants? Dans ce cas, je vais bien vous servir. Alors, ouvrez grand vos oreilles, que notre cours de sciences commence. Je commence par l'exemple le plus simple et efficace, celui du royaume des abeilles. Bien évidemment, tout le monde sait que les abeilles, lors de leur naissance, elles toutes, et sans exception, s'éveillent avec le même patrimoine génétique. Ce qui veut dire qu'à cette étape, on ne peut distinguer entre la reine, l'ideuse, qui va tenir la commande de la colonie après un certain temps, des autres abeilles qui ne seront considérées que comme des ouvrières soumises. C'est pendant leur croissance et en fonction de leur quotidien, c'est-à-dire leur mode de vie, leurs activités et surtout leur nourriture, qu'on peut commencer à distinguer la leaduse des autres. En consommant de la gelée royale, la reine commence à développer des caractéristiques qui se gravent directement sur ses gènes. Et parmi eux, une taille plus grande que les autres, une longue durée de vie et une démarche assez lente et remarquable.
Et c'est à ce moment-là, chère audience, que nos magnifiques opposants essayeront de nous piéger en disant que la reine est avec ses caractéristiques, mais sans perdre beaucoup d'encre, chers opposants, car c'est ce que l'épigénétique vient pour nous démontrer. Et qu'il y a une nouvelle science qui veut tout simplement dire l'acquisition d'un certain caractère génétique en fonction du milieu et de l'expérience acquise. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'acquisition d'un certain nombre de caractères en fonction du développement, s'applique évidemment à l'homme. L'homme est fils de son environnement. Comme a dit notre cher prophète, que la miséricorde et la bénédiction soient sur lui. C'est-à-dire que tous les humains naissent de la même façon et avec les mêmes capacités, surtout intellectuelles. Et c'est durant leur développement et en fonction de ce qu'ils ont acquis qu'ils deviennent plus intelligents, plus innovants et plus performants. Alors, ne pensez-vous pas, chers opposants, que ce sont les caractéristiques d'un bon leader? Bien évidemment, personne ne dira sur Terre le contraire. Alors, vous m'aviez l'air pas assez convaincu. Alors, c'est l'heure de prendre quelques exemples de notre vie réelle. Le grand leader des années 90, Miloud Chabi. Petit berger, Miloud a vu mourir de faim sur les hauteurs des Saouira. Avant d'avoir atterri sur Marrakech, il vagabonde durant plusieurs années, pendant lesquelles il occupe les petits métiers. Son parcours de leader avait commencé une fois à Kenitra où il devient ouvrier maçon. Et puis après, c'est en 1948, à peine âgé de 18 ans, qu'il crée sa première entreprise de construction. Il est le fondateur et le patron d'Ina Holding et est devenu un incontournable du capitalisme marocain. Mais malheureusement, les acquis de M. Miloud Chabi après sa mort ne sont pas gérés correctement par ses héritiers, qui sont ses enfants. Finalement, je ne laisse pas passer cette magnifique occasion pour vous parler d'une magnifique personne, d'un grand monsieur leader dans son domaine, qui contribue à notre formation et qui constitue une source d'inspiration pour nous, les élèves de l'Araki. Il s'agit de notre grand directeur, le grand Laraki, un homme ambitieux, cette personne qui a commencé comme instituteur de maths. Abdelhamid El-Araqi, un homme ambitieux qui a songé et pensé, puis a décidé de fonder notre aimable établissement El-Araqi. Mes propos ne sont pas aléatoirement écrits. Monsieur Abdelhamid El-Araqi a acquis le leadership de sa profession originelle. Du coup, il a su dignement diriger son établissement. Et voilà, le fruit de son leadership et de sa compétence acquise avec un grand A. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que le principal pilier de notre établissement est le leadership. D'ailleurs, il est gravé ici. Merci. C'est marrant parce que moi aussi j'ai prévu un petit cours de biologie. Je ne sais pas qui sera le meilleur professeur, mais j'espère quand même me surpasser sur ce domaine. Bon, déjà, je crois que vous n'avez pas encore touché à votre cours sur la génétique parce que vous êtes en train de comparer en fait les abeilles qui sont des êtres eucaryotes, qui ne sont pas assez prokaryotes, je suis désolée, qui ne sont pas assez développés, à des humains qui sont des êtres prokaryotes. Vous verrez la différence l'année prochaine, enfin je l'espère pour vous. Hein. Bon. Bon, moi, contrairement à mes opposants, j'ai fait de la génétique cette année, donc j'espère pouvoir, ce que je veux dire est vrai. Donc nous allons parler génétique avec les gènes de prédisposition. Est-ce que quelqu'un dans cette salle aurait déjà une idée sur ce thème? Ah bien, c'est bien ce que je pensais. Bon, la fac de médecine n'a pas trop de soucis à se faire cette année pour le nombre de postulants. Mais bon, les gènes de prédisposition sont des gènes qui vont augmenter votre probabilité à développer une maladie. Par exemple, si le diabète est assez répandu dans votre famille, vous disposez automatiquement et dès la naissance d'un gène qui vous prédispose à devenir diabétique à votre tour. Le cours est déjà fini, vous pouvez vous réjouir, mais attendez, je vous vois venir. Quel rapport avec nos débats du jour? Eh bien, croyez-le ou pas, mais la réponse à notre problématique est nichée au fond de notre patrimoine génétique. Le leadership, comme le diabète, est régi par un nombre de caractéristiques héréditaires et de combinaisons de gènes qui poussent une personne à devenir leader. Les experts s'accordent à dire que les leaders sont dotés de dispositions naturelles à montrer la voie. Et que pour avoir la destinée d'Alexandre le Grand ou encore de Charles de Gaulle, il fallait posséder dès la naissance un certain nombre d'attributs non modifiables, comme le charisme, la créativité, le courage, la force de persuasion, etc. Enfin, pour faire bref, le leadership naît avec nous. Tel est le principe sur lequel repose la théorie de grands hommes, qui affirme que sans un certain nombre de spécificités innées,
L'exercice du leadership qui, en temps normal, repose sur l'influence qui a une portée, se trouve être compromis. Donc, l'idéologie selon laquelle le leadership pourrait s'acquérir ou s'apprendre est une vision erronée et incomplète de la réalité. C'est pour cela, chers opposants, je vous demanderai de nous éviter tous les contre-arguments du genre « oui, mais votre position tend vers une hiérarchisation de la société, les leaders ne sont pas des êtres supérieurs, tout le monde a le profil pour devenir leader ». Ce genre d'argument désuet fait l'arme de socialistes d'il y a un peu plus de 30 ans. Quand je vois tous ces hommes qui partent le matin pour travailler, disaient ce communiste, je vois des Mozart assassinés. C'est l'utopie gauchiste, ça, que de penser que tout le monde soit né avec les mêmes capacités, mais pas dans les mêmes conditions pour pouvoir les mettre en pratique. Il n'y a pas de Mozart assassiné, comme il n'y a pas de leader en chacun d'entre nous. Ça n'existe pas. Et c'est pour cela que je vous demanderai, encore une fois, je suis désolée si je suis trop exigeante, mais je vous le demande quand même, évitez-nous tous les a priori selon lesquels les leaders auraient acquéri leur talent grâce aux différentes années d'études, d'expériences, formations auxquelles ils auraient eu droit. Parce que ce n'est pas vrai. Un leader améliore et développe des capacités déjà innées. Il n'a pas à les acquérir puisqu'il en dispose déjà. Il pourrait peut-être, avec le temps, acquérir d'autres capacités qui viendraient se greffer autour de son exercice pour en faire un bien meilleur leader. Mais ces compétences qu'il aurait acquéries ne sont en aucun cas nécessaires à son exercice. Merci. Chers opposants, l'épigénétique est une science valable pour tout être vivant. Je pense que vous n'avez pas très bien suivi l'autre de votre cours de biologie. Bref. Messieurs, dames, passons à la rubrique nommée Conseil de la journée. Dalai Lama a dit « Look at situations from all angles and you will become more open ». Regardez les situations de différents angles et vous deviendrez plus ouverts. C'est ce que nous, les partisans du pour, avons essayé de faire. Pour être plus précise, nous avons essayé de concevoir la position de nos chers opposants. Et ceci nous a mené à moi, Rim Habi, suis pour l'idée que le leadership soit un talent beaucoup plus inné qu'acquis, mais pas la peine de sautiller de joie, très chers opposants, parce que ceci ne durera pas longtemps. Ce qui implique que je suis d'accord à ce que les organisations dépensent leur argent dans la sélection des personnes considérées comme des leaders nés. Je suis aussi d'accord à ce que les cadres mettent l'accent sur la sélection des personnes qui, à leur avis, ont un potentiel de leadership. En d'autres termes, je suis d'accord à ce que toute personne débutante rêvant de devenir leader n'ait en aucun cas la chance de réaliser son rêve si son leadership n'est inné. Si mon prof de physique, M. Mehdaoui, était là, il m'aurait sûrement dit « D'ailleurs, certaines personnes parmi vous aujourd'hui seront sûrement en train de se dire quel genre d'énormité est-elle en train de nous sortir, ou encore pourquoi nous dit-elle de telles absurdités. Mais ceci n'est que le message que nos chers opposants essayent de nous envoyer à travers leurs arguments. C'est tellement chagrinant, consternant et triste comme un bonnet de nuit de voir qu'il existe toujours des personnes qui pensent de telle manière, des personnes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, des personnes qui démotivent les autres. J'ai peur pour vous, pour nous et pour les générations futures qui vont devoir faire face à ce genre de personnes. Et pour conclure mon intervention, je vais vous citer l'une des citations que j'aime le plus du grand philosophe Friedrich Nietzsche qui dit « Il n'y a qu'un seul monde, et il est fou, cruel, contradictoire, séduisant et dépourvu du sens. Un monde ainsi constitué est le monde réel. Nous avons besoin de mensonges pour conquérir cette réalité, cette vérité. » Fin de citation. Chers opposants, veuillez remplacer le mot mensonge par votre position et le mot réalité par la nôtre. Merci. Ah oui, pardon. Et j'ai failli oublier, chers opposants, je vous vois très maléfique envers vous-même et les autres. En plus de ça, vous êtes en train de cultiver la bêtise à travers vos arguments. Un autre merci. Très chères opposantes, je te trouve bien belle à me dire que je n'ai pas assez confiance en moi ou que je cultive quelque chose de maléfique alors que c'est toi qui, depuis tout à l'heure, étais en train de nous dire qu'un sujet ici présent, donc un sujet polémique, n'a qu'un seul point de vue et donc la vôtre. Bref. Si vous me demandez quelle est la personne ou le leader qui m'inspire le plus, moi, je laisserai Obama, Nelson Mandela, Gandhi de côté et je vous répondrai avec confiance Emma Gonzalez. Et pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas de qui s'agit-il, eh bien, je retournerai quelques mois en arrière, jusqu'à m'arrêter au mardi 14 février 2018.
bien précisément à Parkland, en Floride, et au lycée Marjorie Stoneman Douglas, où Nicolas Cruz ouvrira le feu, tuant 17 personnes, 17 élèves et blessant des millions d'autres. Emma Gonzalez et beaucoup de ses camarades qui ont survécu à cette tragédie se sont exprimés lors de la très célèbre manifestation pour la réglementation des armes, ou plus souvent connue sous le nom du March for Our Lives. Emma et ses camarades ont tous présenté des discours aussi touchants qu'émouvants. À les entendre, ou à plutôt les voir, on dirait que ce sont tous des leaders. Cependant, malgré le fait qu'Emma et ses camarades ont tous connu la même éducation, ont suivi le même parcours scolaire, ont les mêmes fréquentations et ont tous survécu au même événement très tragique, je vous laisserai le deviner, c'est Emma qui s'est distinguée du lot. Non pas par son never again, mais par la flamme qui jaillissait au fond de ses yeux et qui jaillit à chaque fois qu'elle repense aux âmes injustement sacrifiées au coup de loi faible. Par son acharnement et sa volonté à vouloir faire de son expérience la dernière de son genre. Par la flamme qui l'anime au fond d'elle, à chaque fois qu'on la met face à des politiciens et des législateurs. Et je vous inviterai tous, chère audience et très chers opposants, à aller écouter, non pas seulement l'un de ses discours, mais ses interviews, où Emma vous montrera aussi clairement que de l'eau de roche, la vraie leaduse naturelle et innée qu'elle est. Nous pouvons tous nous mettre sur un pupitre, apprendre, à parler haut et fort, à dire de beaux mots et d'encore plus belles phrases, à crier devant une foule indignée qu'il faut lutter, battre et combattre. Mais nous ne l'aurons pas. Les leaders sont cette minorité, je le souligne bien, cette minorité capable de mener à bien ce combat. Pouvons-nous tous mener à bien ce combat, chers camarades? Merci. Très chers opposants, supposons que l'apprentissage ne se fait pas à l'école. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Et pour vous, très chers opposants, qui êtes en train de dire que Emma a voulu démontrer que par son expérience, donc oui, vous êtes en train de vous contredire, puisque c'est avec l'expérience qu'elle est devenue une leaduse. Auditoire, supposons que je suis douée dans toutes les matières et un polyglotte hors pair. Un polyglotte hors pair maîtrisant toutes les langues vivantes dans le meilleur monde des vivants. Ces qualités sont-elles assez suffisantes pour devenir un leader? Oui? Non? Bien sûr que non, voyons. Il faudrait consolider ces acquis, il faudrait consolider ces qualités par de l'expérience, par l'acquis. Ce que je viens d'évoquer rentre dans le cadre de mon article, rubrique philosophique. Le penseur british John Locke considère que l'expérience est à l'origine de la connaissance. Je suppose que la plupart d'entre vous sont en train de se dire « Mais bon sang, parmi tous les arguments qui soient, elle nous évoque les cours de philo en plein débat. » Ces cours que je n'ai jamais compris d'ailleurs. N'empêche que d'après ce que j'ai acquis, chez John Locke, l'esprit est une table rase. Les idées innées n'existent pas. Elles naissent par l'expérience sensible. Avant que vous ne m'attaquiez avec vos contre-arguments soi-disant que ce n'est qu'une théorie, chers opposants, sans théorie, il n'y aurait jamais eu de pratique. D'ailleurs, nous sommes en train de théoriser le leadership en disant qu'il est beaucoup plus acquis qu'il n'est. Une théorie correcte, juste et appuyée par des exemples concrets. Attendez. Pourquoi chercher loin dans le monde? Je peux vous le prouver sans même quitter cet établissement. Avez-vous oublié ces ambassadeurs, anciens élèves El Araki? J'en cite Oussama Ben Taleb, Zine Abidine, Monsieur Mziane, notre membre du jury, Monsieur Nizar Talal, et notre très cher directeur, Monsieur Younes El-Araki. Des applaudissements pour ce monsieur. Pardon. Je suis désolée. Et peut-être que vous feriez partie de cette liste si vous changez d'avis. Ces personnes que je viens de citer ne sont peut-être pas des présidents ou des chefs d'État, mais des élèves de El Araki School qui ont eu un impact sur un groupe de personnes. Et c'est cela le but du leadership, je vous rappelle. Des aigles qui sont en train de se confirmer à l'heure même où l'on parle, grâce à leur parcours scolaire qu'ils eurent ici même, dans cette école, visant à encadrer, former et enrichir notre culture. Par ce, j'aimerais que vous, partisans du compte, apprenez de vos opposants et changez votre avis. Merci. Ma camarade
Melma venait de présenter son introduction et vous pensez être capable de juger nos arguments illogiques et vagues alors que nous ne les avons même pas présentés. Attention, dans la grille des erreurs communes lors des débats, ça s'appelle homme de paille. Je vous laisse chercher cela. Et ma camarade Asma a parlé de l'expérience et non pas du parcours académique. Donc je vous demande de prêter bien l'oreille. Et déjà, vous avez dit qu'en fait, l'école nous aide à développer ou à apprendre à être leader. Ce n'est pas le mot leader marqué dans un simple tableau ou au-dessus d'une fenêtre de notre école qui peut laisser ou permettre à l'école d'être capable de nous apprendre à être leader. Déjà, notre premier but lors de notre inscription à cette école était un but académique. Oui, bien sûr que les activités parascolaires peuvent nous aider à développer notre capacité à être leader, oui. Mais ça ne veut en aucun cas que ça peut nous apprendre à l'être. Vous déjà, pensez-vous que vous serez ici présent aujourd'hui à débattre, à vous exprimer aussi librement devant une assez grande audience si votre classe ne vous a pas choisi pour le faire? Non. Votre classe a identifié votre talent inné. Et sans votre talent inné, vous ne serez même pas ici. C'est votre base. On ne peut pas construire un bâtiment sans avoir une forte base. On ne peut pas améliorer notre français sans avoir une base. Un artiste ne peut jamais être artiste s'il n'a pas le talent inné en lui. C'est ce talent-là qui représente la base. Donc il est absurde de penser que certaines formations ou améliorer ou développer quelque chose peut être possible sans base. Le leadership, comme le montre l'intitulé du sujet, n'est qu'un talent. Et comme nous le savons tous, un talent est une base innée en nous, qui peut être bien sûr développée par suite, mais si désirée. Alors, ne pensez pas que grâce à nos gains culturels, nos expériences, une certaine formation, chaque personne faisant partie des 7 milliards d'âmes présentes sur la planète Terre serait capable de devenir leader. Comme le dirait bien Thomas Carlyle, supposer que les leaders ne viennent pas au monde avec une palette de talents extraordinaires et uniques serait comme supposer que chaque personne vient au monde avec des capacités et des talents égaux. Fin de citation. Alors suivons votre raisonnement pour 10 secondes et félicitations à nous tous. Nous sommes tous leaders. Grâce au raisonnement de nos chers opposants, les étudiants n'auront plus besoin de directeurs, les employés n'auront plus besoin de patrons, les citoyens n'auront plus besoin de chefs d'État. Et comme cela, chacun de nous sera leader de lui-même. Et la notion d'allié disparaîtra à tout jamais, ce qui causerait inéluctablement un déséquilibre naturel. Et oui, on voit la vie en rose. C'est le message que vous essayez de nous transmettre depuis tout à l'heure. Que le leadership peut tout simplement être acquis et le fait qu'il soit inné n'est pas aussi important que ça. Si vous êtes si convaincu de votre position, comment expliquez-vous le leadership lors d'une époque très ancienne où les premiers leaders de tribus ont réussi à diriger toute une assemblée, ceci grâce à leur charisme, à leur capacité innée à diriger? Un alpha sera toujours un alpha car il est né pour l'être. Et un bêta sera toujours un bêta car à son tour, il est né pour l'être. Il n'est ni à vous, ni à personne d'autre d'admettre le contraire. On ne défie pas la nature. Oui, j'avoue, des fois, il peut nous imposer des choses qui peuvent nous paraître difficiles à admettre. Mais c'est notre devoir à nous, comme étant êtres humains, d'accepter ceci, afin de vivre en équilibre. Alors soyons humains, acceptons de vivre en équilibre. Merci. Savez-vous ce qu'il y a dans cette feuille, chers opposants? C'est ce que vous avez littéralement dit tout au long de ces 20 minutes, ou bien de ces 16 minutes. De l'absurdité et du rien du tout. Messieurs, dames, merci. Messieurs, dames, rubrique finale. Leader de l'histoire. La majorité des leaders qui ont changé l'histoire ont suivi une démarche soit politique, soit militaire. Pour m'expliquer, vous auriez besoin d'être attentif et de me suivre tout au long d'un voyage dans le passé. À vos marques. Prêts? Flashback.
15 août 1769, un grand leader qui a marqué gigantesquement l'histoire voit le jour. Napoléon Bonaparte. En dépit de sa petite taille, il a su surmonter ses limites physiques pour se distinguer rapidement du lot. Napoléon a intégré l'école militaire de Brienne en 1779 et en 1784, il quitte cet établissement pour poursuivre ses études à l'école royale du Champ de Mars à Paris. Grâce à ses multiples études et connaissances, Napoléon est devenu sacré empereur de France et a réussi à développer son empire et à dominer une grande partie de l'Europe. Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918, était le premier enfant de sa famille à fréquenter l'école. Après le décès de son père, sa mère quitta le village connu pour aller en pension chez le chef du village voisin. Et c'est dans ce village que Napoléon a remarqué la maltraitance et l'oppression des Blancs sur les Noirs. En 1943, il obtient sa licence de droit et 9 ans après, il ouvre le premier cabinet d'avocats dirigé par les Noirs. Il a été emprisonné pendant 27 ans et devient le symbole de lutte contre l'apartheid. En 1991, l'apartheid est complètement pulvérisé et il devient le président de l'Afrique du Sud. Notre cher prophète Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, un leader qui a su diriger toute une nation. D'ailleurs, je me demande bien comment un alphabète a-t-il pu réussir une telle mission. Une question hâtée, voire probante. Je vous donne quelques secondes pour méditer. Personne? D'accord. L'école, la réponse est claire, est aussi claire que l'intensité de ces spotlights. Il s'agissait de Jibril qui l'enseignait et lui essuyait la poussière au-dessus de cette paupière. Fin de l'article. Mon équipement aimant la perfection. Par conséquent, j'aurai l'honneur et le plaisir de clôturer notre rôle avec un théorème nommé théorème de Bell. Ce dernier consiste à décrire impeccablement le leadership tel qu'il considère. Les personnes ayant un leadership inné ne présentent qu'une minorité de 2%. Bien entendu, oui, j'espère bien. D'autres ne peuvent point être des leaders et qui représentent aussi 2%. Combien reste-t-il? 2 plus 2, ça fait 4, 194... Ah, 96%. Donc, ceux qui ont un leadership acquis représentent la majorité. Et puisque l'exception ne fait pas la règle, on déduit que le leadership est beaucoup plus acquis qu'il n'est. D'ailleurs, c'est ce que vous a affirmé Rim dès le début du débat, si vous étiez très attentif. Je doute vraiment fort que vous n'êtes pas encore convaincu après nos innombrables arguments basés sur des exemples, des proverbes, des théories. Je cite le grand Laraki, Barack Obama, théorème de Bell, Jean Locke, Nelson Mandela, Napoléon Bonaparte, certaines théories de quelques philosophes, et j'en passe car je n'en finirai jamais. Et je doute encore une fois que personne et que quiconque pourra dire mieux. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Merci. Alors, je prierai d'abord, chère audience, ne faites pas la même erreur qu'ont commis mes chers opposants et qui est celle de ne pas écouter parce que vous dites bien que nos arguments sont vides et tout, mais ça veut juste dire que vous n'avez rien entendu tout le long de tout ce débat. Et je vous rappelle une citation de Pythagore qui dit « Apprends à faire silence, que ton esprit écoute ». D'abord, après je passe à une méthode qu'ont utilisée mes chers opposants et qui suscitait un peu l'émotion. Vous êtes bien attachés à la religion soufite, et parce que le soufisme appelle à l'émotion, vous manipulez vos réponses émotionnellement en train de parler de l'école, de notre appartenance. Nous sommes tous fiers d'appartenir à cette école. Nous voulons tous aller voir cette école aller plus loin, toujours. Mais nous sommes face à la réalité et nous ne sommes pas biaisés ici. Après, comme vous nous parlez encore de l'école, eh bien, je vous répondrai encore. L'école nous apprend à être des leaders. Mais nous parlons plus de parcours scolaire parce que je ne vois pas le nom de leader affiché en juin devant l'école. Je vois les taux de réussite, parcours académique. Tous les diplômés, bien sûr, de cette école aussi ne sont pas tous des leaders. Il faut se mettre face à la réalité. Et je me permettrai de corriger un peu vos informations parce que, bien que ce soit un cliché, Napoléon Bonaparte faisait 1,70 m et si vous considérez ça comme petit de taille,
c'est votre affaire. Quand M. Nizar nous a parlé, nous a donné l'intitulé du sujet et que nous avions vu notre position pour la première fois, mes camarades et moi étions d'abord surprises, puis profondément déçus de devoir défendre cette position simplement parce que nous ne savions pas comment faire cela. Nous avions toujours écouté, appris par-ci, par-là, que le leadership, ça prenait beaucoup plus qu'il ne naissait avec nous. Et nous étions perdus. Nous étions hors de nous. Jusqu'au moment où nous avions décidé de voir plus loin que le bout de notre nez, un peu plus profondément que la surface, où nous avions décidé de nous pencher sur la réalité des choses. Et là, nous avons vu l'importance de vivre dans la réalité, parce que cette dernière n'a pas peur de choquer, de remettre à l'ordre et de pointer du doigt chaque vérité cachée derrière chaque doctrine. Et j'ai bien entendu cette vérité nous dire, que les idéologies stipulant que le leadership était beaucoup plus acquiquiné étaient erronées et incomplètes de la réalité. Oui, nous avons tous des aptitudes. Nous pouvons tous développer ces aptitudes. Nous pouvons tous développer ces aptitudes. Mais ces aptitudes ne sont pas les mêmes. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et c'est cette différence et cette diversité qui fait la beauté de notre race humaine. Merci.